Tu es un proche du cercle puisque tu as travaillé avec nous lorsqu'on réfléchissait sur les intelligences collectives, sur l'intelligence émotionnelle. Tu avais fait un très bel article et une très belle intervention sur l'intérêt de motiver chacune des émotions différentes pour servir la créativité. C'était passionnant. Et on s'est dit que sur l'envie, tu avais sans doute plein de choses à nous raconter. Donc on va repartir sur cette même question, sur ce concept. Comment l'appréhendes-tu de ton côté ? Et en fait, voilà, par rapport au concept de l'envie, donc je prends en effet cette porte d'entrée qui est l'envie dans son sens positif, avoir envie de quelque chose. Donc c'est vraiment ce mouvement qui est là. Et pour la définir, en fait, je vais m'intéresser, et ça aura de l'importance dans ce que j'expliquerai un peu plus tard, par une certaine dimension des émotions qui sont les sensations subjectives. C'est-à-dire que chaque émotion, au-delà d'avoir différentes émotions, chacune a différentes sensations qui sont très propres à chacun, c'est pour ça qu'elles sont subjectives, comment je sens chaque émotion personnellement. Et il y a une caractéristique qui est assez universelle, que tout le monde a et qu'on peut retrouver dans plusieurs émotions, mais beaucoup évidemment dans les émotions positives, c'est le mouvement d'aller vers. C'est vraiment un mouvement qui nous amène à avoir envie à se diriger vers des personnes, une activité, un projet, une promesse, n'importe. Et à partir de ce mouvement-là, en fait, le travail de l'envie, et ça va permettre de structurer un peu ce que je vais pouvoir parler par rapport à ça, pour moi, c'est juste cette première étape qui rentre dans un cycle un peu plus global, qui se fait de 3 temps. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement qui est là, qui est le premier temps, qui va nous faire entrer en action. Et donc, ça peut être une action comportementale, cognitive, si on a des recherches de créativité, d'apprentissage ou autre. Et enfin, le dernier temps qui est le résultat. Et donc, on a vraiment ce résultat qui après peut être positif ou négatif et qui, d'une certaine manière, va pouvoir, donc c'est vraiment un cycle qui se répète, réinvestir du coup l'envie ou au contraire la casser. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui va être intéressant à garder. Et ce que je voulais un peu aborder avant vraiment de rentrer dans l'aspect pratique, au niveau encore conceptuel, c'est la manière dont il se construit. Il y a un modèle que je trouve intéressant qui est la roue des besoins de Marge Reddington, qui travaille en analyse transactionnelle, et qui en fait décrit un petit peu comment, alors c'est sur base des besoins, donc ça touche en fait à comment ça se développe dans l'enfance. Donc dans l'enfance, les envies, ça n'existe pas encore, on est surtout dans des besoins qui sont nécessaires, les envies, c'est quelque chose qui se construit par la suite, mais il y a un rapport à l'envie qui va se construire à travers ces besoins. Et en fait, dans cette roue, il y a différents temps, on va retrouver les 3 temps que j'ai présentés juste avant. C'est vraiment l'idée qu'au départ, il y a une identification du besoin. Donc pour l'enfant, bon, bah voilà, très souvent, c'est la faim. Et la faim, il l'identifie par une sensation négative. Il sent cette tension, il sent un mal-être, il y a quelque chose qui est là. Et il va pouvoir exprimer, faire sa demande avec un outil qu'il a à disposition de manière génétique et qui est très efficace pour mobiliser ses parents. Il va se mettre à pleurer et à crier. Et donc là, il va y avoir cette expression du besoin qui est là. Et autour, une réaction de l'environnement. Cette réaction de l'environnement, c'est l'allaitement qui va pouvoir commencer, le biberon qui va être préparé, et enfin la détente, c'est le résultat, la détente, parce que justement le besoin est satisfait. Pourquoi je voulais vous partager ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? C'est que ça nous amène vraiment, en fait, en traversant ce cycle, donc pendant plusieurs années, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par nuit aussi, pour rendre les choses un peu compliquées, mais en fait, il va développer un peu un rapport au désir. Le désir, ici, je vais le définir comme étant cet état un peu général dans lequel les envies peuvent éclore, peuvent apparaître. C'est-à-dire que si je suis dans le désir par rapport à mon travail, je vais pouvoir, une journée où je commence vraiment dans cet état de désir, je vais avoir envie d'activer telle réunion, de pouvoir peut-être revoir certains process en interne, de pouvoir contacter telle personne pour telle collaboration. Donc c'est un état un peu général dans lequel les envies peuvent apparaître. Mais ce qui est très intéressant avec cette roue du besoin, c'est qu'elle permet d'expliquer aussi les chemins de non-désir. Et justement, là où l'envie peut se perdre à un moment donné. Comment ça se passe le non-désir? En fait, on retrouve donc ce cycle qui a un besoin qui est identifié, qui va être exprimé, l'enfant va pleurer, sauf qu'il ne va pas y avoir de réaction de l'environnement. L'environnement ne va pas réagir. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que si ça dure trop longtemps, en fait, l'enfant il se rend bien compte que ce qu'il exprime ne sert à rien, il n'y a pas d'impact. Donc, il va arrêter d'exprimer, il va arrêter de faire des demandes. Et si la situation se maintient trop longtemps, en fait, il se retrouve ici avec une tension qui est celle du besoin, qui ne peut pas s'exprimer, qui est en fait intolérable. Être juste avec cette tension et ne rien pouvoir en faire, il va encore régresser jusqu'à ne plus pouvoir identifier ses besoins. Et c'est ça qui est intéressant dans le non-désir à comprendre, c'est qu'à la fin, quand on est vraiment dans cet état de non-désir, il n'y a même plus d'identification du besoin pour cet âge-là, mais pour plus tard de l'envie. C'est vraiment un chemin de non-désir, une régression qui est en fait un conditionnement, c'est un apprentissage, on appelle ça l'impuissance acquise en psychologie, c'est vraiment un apprentissage que ce que j'ai comme besoin, ce que j'exprime n'a pas d'impact, et donc je finis par régresser. Le deuxième chemin du non-désir, c'est en fait, cette fois-ci, il y a une réaction de l'environnement, mais cette réaction arrive avant le besoin.
Donc, l'enfant reçoit le biberon ou l'allaitement alors qu'il n'a pas faim. Et donc là, on va avoir le même principe, c'est vraiment ce chemin de non-désir qui va du coup empêcher vraiment les envies d'apparaître. Donc voilà un petit peu pour le cadre dans lequel j'aborde justement cette question de l'envie. Et alors là, tu nous parles ni de haine, ni de jalousie, ni de regarder l'autre du mauvais œil. On m'avait prévenu qu'on avait du mal à faire parler les uns et les autres de cet aspect négatif de l'envie. Je pourrais en parler un peu plus tard, en fait. Il y a une D'accord. chose dont je souhaite parler à un moment donné et qui pourrait être vraiment pour moi une racine de justement cette autre définition. Mais je préfère le garder pour plus Ok, tard. alors on enchaîne Je tease un peu. sur les conditionnements dont l'entreprise hérite aujourd'hui par rapport à ce phénomène de l'envie. Oui, voilà. Donc, dans cet apprentissage justement de non-désir, alors par rapport vraiment à l'exemple que j'ai donné par rapport à l'enfance, ça, c'est pas quelque chose qui va être utile dans l'entreprise, dans le sens où si vraiment il y a le non-désir qui se crée là, c'est quelque chose d'assez grave, c'est quelque chose qui est de l'ordre du thérapeutique. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, cette même mécanique de non-désir, donc ces mêmes deux chemins, on va tous, ou quasi tous en tout cas, traverser une autre expérience dans notre vie quand on se construit en tant qu'adulte, qui va stimuler également ce chemin de non-désir. Et c'est amusant parce que je ne m'attendais pas, mais ça a déjà été abordé, c'est la question de l'école. L'école stimule les chemins du non-désir. Petite parenthèse quand même, parce que j'interviens dans les écoles et c'est quelque chose qui m'est cher, je parle de l'école et pas des enseignants. Parce que les enseignants, il y en a quand même beaucoup qui essayent vraiment d'amener des choses vraiment différentes. Il y a des pédagogies différentes, mais le système en tant que tel est particulier parce qu'il stimule justement son non-désir. Notamment parce que tout simplement, les enfants reçoivent de la matière avant d'avoir faim. C'est-à-dire que là, ils vont attaquer à un moment donné un cours d'histoire, ils vont attaquer l'apprentissage de la Seconde Guerre mondiale, pas parce qu'ils en ont besoin ou envie à ce moment-là, parce qu'il est 11 heures et que c'est l'heure du cours. Et si jamais ils se prennent au jeu, qui finalement ça les intéresse et tout ça, 11h50, oui, tu veux continuer, mais non, là maintenant c'est les maths. Donc on te dit là maintenant, pendant 1 heure, tu vas travailler ça, point. Et il y a quelque chose qui est vraiment dans du pur réceptif. Et donc, ça stimule vraiment ce non-désir parce que l'enfant n'a pas de prise par rapport à ça. Et s'il exprime un des souhaits ou des besoins, de manière générale, il y a peu de place à l'école par rapport à ça. Il n'a pas vraiment de choix sur la matière, mais il n'a pas de choix non plus sur la manière d'étudier, d'apprendre. Et donc, pour certains, d'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a vraiment ce risque parce qu'on reste longtemps dans cette école en plus, on parle d'une vingtaine d'années, même dans le supérieur, parfois ça se maintient encore. Et donc, il y a le risque justement de stimuler ce non-désir. Et vraiment, l'idée, c'est que pour moi, l'envie, vraiment, donc ce moteur, et notamment ici dans l'envie d'apprendre, le cerveau, de base, il aime apprendre. Le cerveau, c'est son fonctionnement de base, il est toujours dans un apprentissage, il y a beaucoup de bonheur dans l'action vraiment de comprendre pour n'importe qui. Et donc, il a envie d'apprendre. Mais s'il n'a pas l'occasion d'apprendre, en tout cas comme il aime, dans sa manière de fonctionner naturellement, il va en perdre l'envie. Et donc, à l'école, on voit apparaître vraiment un développement des capacités à réussir, c'est-à-dire à répondre à des exigences du système. C'est pour ça qu'on surinvestit beaucoup la mémorisation, comme ça on répond ce dont le prof a besoin, et parfois et très souvent au détriment des capacités d'apprentissage. Et l'impact pour justement l'entreprise, c'est directement sur les capacités, on parle d'agilité, on parle d'intolérance à l'incertitude, d'intolérance au changement, les facultés d'adaptation, vraiment le développement de compétences, tout ça, les racines de tout ça, c'est l'apprentissage. Et justement, il y a vraiment dans cet héritage de l'école, toute une série de personnes qui ont eu cette mécanique qui a été à un moment donné cassée, justement par ce système. Alors, quel sera le rôle du manager dans tout ce travail ? Alors, le rôle, du coup, en fait, c'est là que je reviens sur les 3 temps. Il y a l'envie, ça génère une action et ensuite un résultat. En fait, quelque chose qui va être important par rapport à cette envie, c'est que, contrairement à l'école, et encore plus par rapport à l'enfant, c'est que le milieu de l'entreprise, le milieu de travail, a affaire des adultes. Donc ici, on n'est plus simplement dans devoir être cet environnement qui réagit bien. Les personnes qui travaillent dans des équipes sont des adultes qui peuvent se réapproprier cette dynamique de manière autonome. Et l'autonomie est importante. Pour moi, il faut stimuler cette autonomie. Et comment on peut le faire ? En stimulant le cycle en entier. Et donc, quelque chose qui va être intéressant par rapport à justement cet engagement, en tout cas l'engagement dans l'apprentissage, dans le développement de compétences, dans les recherches de solutions, etc., donc vraiment le cœur du travail, c'est ce que les neurosciences nous apportent. Les neurosciences nous amènent vraiment à comprendre comment le cerveau fonctionne de manière naturelle. Comment est-ce qu'on peut stimuler les capacités naturelles du cerveau ? Par rapport à l'action en tant que telle, donc que ce soit vraiment un développement de compétences, une recherche de solutions, enfin voilà, quelle que soit l'action qu'on est en train de faire, l'important est donc du coup de pouvoir activer le cerveau.
Okay, l'activation du cerveau a vraiment à différencier avec l'aspect réceptif et du coup passif de simplement recevoir de l'information, par exemple. C'est vraiment d'être actif dans notre cerveau. C'est un des 4 grands piliers de l'apprentissage qui a été conceptualisé, plutôt modélisé par Stanislas Dehaene, c'est l'engagement actif. C'est-à-dire que le cerveau, pour apprendre ou pour être efficace, il doit être actif. Et donc, donc, quelque chose de concret, par exemple, par rapport à ça, c'est que quand une personne reçoit un ordre, tu lui fais ça, ça pour telle heure et par tel moyen, éventuellement même, le cerveau rentre dans quelque chose qui est de l'ordre du réceptif, du passif. Et donc, c'est très intéressant et ça peut se jouer dans les échanges, parfois dans la manière de communiquer, d'utiliser des phrases qui vont stimuler cette activité. Par exemple, les questions ouvertes. Par exemple, pouvoir inviter à faire des demandes. Une question qui est géniale, c'est simplement de pouvoir demander à quelqu'un, tiens, qu'est-ce qui te permettrait de faire mieux ton travail? Okay, je mets de côté la peur d'être piégé si à un moment donné, il y a un rapport de force par rapport à son patron. Mais si on reste juste sur la question, qu'est-ce qui te permettrait de travailler mieux? La personne est obligée de commencer à analyser la situation, les moyens qu'elle va mettre en place, le contexte dans lequel elle travaille, la clarté des objectifs, quel que ce soit. Et donc, il y a vraiment ce côté actif. Tout ça, ça va vraiment stimuler l'envie parce que ça stimule tout ce cycle en entier. Si jamais la personne me dit il me faudrait par exemple plus de temps, je suis trop pressé, là je suis obligé de ne pas faire des raccourcis, à nouveau question ouverte, comment on pourrait trouver plus de temps? Et donc d'avoir vraiment dans la manière d'échanger, stimuler cette activité mentale. Et il y a plein de principes en neurosciences qui sont vraiment des choses qui peuvent nous donner des conseils. Le fait d'activer les neurones pertinentes aussi, c'est pas juste être actif, c'est d'être actif sur ce que je suis en train de faire. Et donc, tout le travail justement des distractions qui peuvent se jouer quand il y a des questions sur l'open space ou le fait de le télétravail qui a été compliqué pour beaucoup de gens. Tout ça sont des questions qui peuvent être là. La PNL, qui est une approche que j'ai beaucoup, qui a été une des premières qui m'ont un peu formé dans l'accompagnement, est une approche qui cherche justement à, quelles sont les étapes mentales, quelles sont les petites opérations, comme la programmation neurolinguistique, donc c'est vraiment comme un programme informatique. Et donc ça amène cette concentration. J'active les neurones pertinents. Qu'est-ce que je vais avoir comme image, qu'est-ce que je vais sentir, et de pouvoir découper des stratégies qui me permettent de devenir efficace. Et c'est là que les outils qui existent déjà sont très chouettes. Donc il y a pas mal de choses, il y en a encore d'autres qui se font. Mais je passe tout de suite sur le temps 3, qui est le résultat. Là aussi, les neurosciences nous donnent des choses qui nous permettent de potentialiser un maximum le résultat dans ce cycle d'envie. Et le principal, et ça c'est un élément mais vraiment crucial, surtout dans notre culture européenne, c'est le retour sur erreur. C'est vraiment l'idée que le cerveau n'apprend que par retour sur erreur. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau est une machine à prévision. Elle est constamment en train de prévoir ce qui va se passer. C'est presque son job, en fait. Si je lance un bic à un moment donné dans la salle, on s'attend à le voir tomber. Si d'un seul coup, il reste en l'air, tout le monde va avoir son cerveau qui s'active. C'est la prestidigitation, là, un spectacle de magie, il y a quelque chose qu'on ne s'attendait pas, et on sent vraiment cette activation qui se crée. C'est un retour sur erreur. Ce que j'ai prévu n'arrive pas, et donc d'un seul coup, le cerveau cherche à comprendre. Et donc, le retour sur erreur, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'en avais parlé justement dans l'article qui a fait partie de la publication. C'est vraiment de favoriser un maximum les feedbacks immédiats parce qu'en fait, du coup, le cerveau reçoit un feedback sur ce qu'il vient de faire. Si je suis en train de faire quelque chose et que je reçois un feedback une semaine plus tard, le cerveau n'est plus connecté à la situation. Il ne fera pas forcément le lien. Donc, toujours favoriser ces feedbacks immédiats. Petite parenthèse, l'école encore là-dessus, quand on reçoit les notes la semaine suivante, ça n'a aucun impact en termes d'apprentissage. Tout ce qu'on va apprendre, c'est le retour sur notre niveau. Tiens, j'ai 8 sur 20, donc je vaux un 8 sur 20. Enfin voilà, il y a cette notion de classement. Mais donc vraiment des feedbacks immédiats. Et par exemple, une manière d'avoir un feedback immédiat, c'est des retours par expérience, justement. Quand on laisse une personne libre de s'engager, de par exemple gérer une réunion, si la réunion ne marche pas, il va être directement en contact avec ce retour-erreur. Et il va être dans un bel apprentissage. Donc, il faut permettre aux gens d'aller vers ces expériences. Je sais qu'à l'époque où j'étais intervenu, il y avait Maud Bailly qui était intervenue aussi, qui avait dit quelque chose que j'avais beaucoup aimé, quelque chose qu'elle avait dit à ses équipes, qui était « va vers tes risques » ou « va vers tes peurs ». Je ne sais plus exactement, parce que ça a bougé dans ma tête depuis. Je crois que c'était « va vers tes risques ». Et donc, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir « va vers tes expériences » et notamment tes erreurs pour permettre l'apprentissage. Steve Masson, qui est une autre personne qui a travaillé dans les neurosciences, qui a développé 7 grands principes, aussi d'un mindset, le growth mindset. Donc, c'est un état d'esprit dans lequel, c'est en lien aussi un peu avec ça, mais c'est plus général, un état d'esprit dans lequel je suis dans une logique d'évolution et d'apprentissage. Et donc, c'est basé vraiment sur la croyance que je suis capable d'apprendre. En psychologie, on parle du sentiment d'auto-efficacité. C'est est-ce que je me sens capable d'atteindre un objectif? Différent du sentiment de compétence. Si je suis compétent, c'est que je sais comment faire. Si je me sens capable, c'est que je sais que je peux apprendre et je peux quand même atteindre cet objectif. Cet état d'esprit va avoir une activation énorme au niveau cérébral et va notamment avoir une augmentation réelle des performances après erreur.
C'est vraiment crucial et cette performance après erreur va évidemment consolider cet état d'esprit. Et donc, c'est vraiment des choses à développer. Alors ici, j'en parle toujours à la première personne, quelqu'un qui apprend, mais pour les managers, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir diffuser. Pour les personnes qui gèrent une équipe, on parle dans la formation initiale d'enseignants du postulat d'éducabilité. C'est-à-dire, j'ai le postulat, j'ai l'hypothèse que en fait, tout le monde est capable d'apprendre. Si j'ai ça en tant que manager, je vais pouvoir le diffuser. C'est essentiel. Si je considère qu'en fait l'apprentissage est quelque chose de statique, c'est-à-dire il y a ceux qui sont capables et ceux qui ne le sont pas, ben je fige justement l'apprentissage, je fige ce cycle d'envie et ça va venir casser justement ce cycle. Alors si on en revient aux émotions, ton sujet de prédilection, oui. Comment stimuler l'envie et par quelles émotions? Ben, en fait, du coup, j'ai envie de garder cette même structure des 3 temps. Donc le premier temps, et j'en ai parlé déjà un petit peu, c'est surtout l'émotion de la joie. Et quand je dis joie, c'est la catégorie qui touche à la joie. Ça peut être la fierté, la satisfaction, le plaisir, n'importe. En tout cas, c'est dans les émotions positives. Et donc, il va y avoir ce mouvement d'aller vers. Et il va être très important parce qu'une fois qu'on rentre dans l'action, il y a une émotion qui est très utile pour être efficace. En fait, toute personne, là je m'adresse un peu à tout le monde, quand vous êtes efficace dans une journée, quand vous avez des défis qui vous attendent, que vous êtes vigilant, que vous êtes concentré, que vous pouvez anticiper les difficultés, il y a une émotion qui est derrière. Ça, c'est l'émotion de la peur. Alors la peur, on en a parlé ce soir, j'ai entendu certaines choses, et ici bien préciser qu'en fait la peur, on n'est pas dans un état d'esprit de peur, où je commence à me méfier de ce qui m'entoure. La peur, c'est une énergie d'anticipation, c'est un acte d'imagination, en effet, comme avait dit Olivier Bas, qui permet de faire des scénarios catastrophes pour mieux se préparer. Et donc, il y a toujours ce côté utile de la peur, à partir du moment où il est orienté sur le projet, justement, que ce soit le projet concret ou le projet de manière plus générale du travail qu'on est en train de réaliser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la vigilance et de la concentration. À partir du moment, c'est très différent de la panique. La panique, c'est une peur qui ne sait pas où elle doit regarder. Mais si vous avez les compétences, les stratégies qui permettent d'accompagner la peur, en fait, cette peur va pouvoir être vraiment une ressource. J'en avais parlé justement il y a 4 ans quand j'étais déjà intervenu. Et donc, je reviens du coup dans ce cycle, c'est que ce qui va être intéressant, c'est du coup ce que la joie va devenir une fois qu'elle rentre dans la peur. Et ici, je vais vous inviter tous à le vivre de l'intérieur, ou ne pas forcément partager, ça peut être simplement vécu personnellement, mais on va rester justement sur les sensations subjectives. J'ai dit la joie génère le mouvement d'aller vers. Au niveau de la peur, dans les sensations subjectives, il y a aussi des caractéristiques qui sont assez universelles, c'est le mouvement inverse, un mouvement de recul. Et donc ça, très souvent, ça génère, en fait, c'est l'avant-projet, c'est avant de se lancer, c'est cette ambivalence. J'ai envie d'y aller, en même temps, il y a des risques, et on est dans cet aller-retour qui est très utile pour la préparation. Parce que du coup, on lance des idées avec cette envie, et en même temps, on est vigilant, on anticipe les difficultés avec la peur. Et il y a toujours cet aller-retour qui est une sorte de brainstorming intérieur à ce niveau-là, qui peut se faire d'ailleurs en équipe. Mais une fois qu'on décide d'y aller, le mouvement de recul de la peur lâche. C'est le mouvement de la joie qui prend le dessus. Il va rester une autre caractéristique de la peur qui va être intéressante. C'est en fait la tension interne. La peur est très caractérisée par cette tension interne. Ça peut la boule au ventre, le nœud dans la gorge, le visage fermé, les épaules tendues, les bras et les jambes qui ont besoin de bouger. En tout cas, il y a une énergie intérieure, il y a une tension qui est là. Et je vous invite tous à peut-être sentir ce que ça fait de pouvoir sentir du coup les deux simultanément. Le mouvement d'aller vers et en même temps cette tension à l'intérieur. Donc il y a cette vibration, ça peut être même un bouillonnement qui part vers l'avant. Ce qui est intéressant quand on arrive à sentir les deux simultanément, c'est que la réalité émotionnelle est en train de changer. On n'est plus vraiment dans la joie, on n'est plus vraiment dans la peur, on rentre dans la détermination, on rentre dans cette énergie d'action. C'est vraiment de la colère en action. La colère, c'est vraiment cette émotion qui est en fait un mélange de joie et de peur, c'est-à-dire que je suis conscient des risques, je suis conscient de tout ce qui se passe et j'ai envie d'y aller. Et donc vraiment, quand on se lance, quand on va chercher notre énergie pour pouvoir s'engager dans un projet, on n'y va pas parce que les peurs ont disparu, on y va parce que malgré nos peurs, on sent l'envie d'y aller. Et c'est là qu'on dépasse la peur. Mais la peur reste présente parce qu'en fait, on doit rester vigilant. Et donc, on a vraiment ce deuxième temps de l'action où la réalité émotionnelle est la même. Et quand on a du mal à gérer ces choses-là, ça peut justement casser aussi, quand on a peur de la peur, quand on n'a pas de joie au départ, quand il n'y a pas ce mouvement, ça peut casser le cycle de l'envie. Et l'autre aspect sur lequel, donc après on arrive sur le temps 3, celui du résultat, dans lequel il y a une autre émotion qui va apparaître. Donc alors, le résultat, il peut être positif. Donc là, ça va générer de la joie, de la satisfaction, de la fierté, en tout cas des émotions positives qui vont naturellement, évidemment, stimuler l'envie. Ce n'est pas là que ça va m'intéresser de vous transmettre parce que c'est assez logique. Ce qui m'intéresse, c'est quand le résultat est négatif. Donc, quand on vit notamment l'échec. Il y a une émotion autre qui apparaît,
qui est très peu abordée en règle générale, que ce soit dans le milieu du travail, mais de manière plus générale. En fait, de mon expérience, c'est l'émotion qui fait le plus peur aux gens. C'est l'émotion dans laquelle on a le plus peur de rentrer, c'est la tristesse. La tristesse, c'est l'émotion de l'échec. Et en fait, je prends quand même le temps d'expliquer un petit peu parce qu'il faut pouvoir vraiment comprendre ce qu'est la tristesse et sa place concrètement. La tristesse n'est pas de la souffrance. Elle est toujours vue comme quelque chose. Quand on voit quelqu'un de triste, on essaie de lui dire « Allez, sois pas triste, ça va aller ». Non, ce n'est pas de la souffrance. La souffrance est liée à la perte. Qui est très, voilà, la tristesse s'active très souvent dans le système de la perte. Donc, quand on perd quelqu'un, une période, un projet, justement, si c'est dans l'échec, un résultat potentiel. Et cette perte est douloureuse. On a du mal à pouvoir vivre avec cette perte. Et en fait, la tristesse n'est pas la souffrance. La tristesse accompagne cette souffrance, accompagne cette perte. Parce que la perte, quand elle arrive, souvent, elle est trop brutale, on a besoin de temps. Et la tristesse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maintenir un lien avec ce qu'on a perdu, un lien subjectif. C'est-à-dire que quand on est triste, ce qu'on a perdu est omniprésent à l'intérieur de nous. On est vraiment connecté, on a des souvenirs qui viennent, et ça nous laisse le temps de dire au revoir. Et ce que j'aime bien expliquer et rappeler, c'est que la tristesse, du coup, donc ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas la perte, et d'ailleurs, on ne la vit pas que dans la perte. On peut la vivre aussi dans la présence. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous vivez une réussite, mais là, je parle d'une réussite personnelle forte, où en fait, ce que vous vivez là, ce dont vous êtes témoin, ou le résultat que vous atteignez, c'est le parfait reflet de ce qui est important pour vous, de votre système de valeurs, de votre identité, de vos croyances. Il y a vraiment une expérience de référence, comme ce genre de choses dont on se souvient un peu toute notre vie. On va sentir à nouveau de la tristesse. C'est juste qu'on pose un vocabulaire différent. On dit de ce genre de moment qu'on a été très touché par ce qui se passait. Mais quand on va regarder un peu les sensations, être touché, être triste, c'est la même chose. Juste que dans la tristesse liée à la perte, il y a cette douleur supplémentaire. Et donc, la tristesse, c'est vraiment l'émotion qui est là pour justement nous aider à nous reconnecter très fort. Dans le processus d'action, donc là, ici, c'était pour vous présenter un peu la tristesse, mais dans le processus d'action, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, la tristesse va être l'arrêt de l'action. On va le sentir à chaque fois que l'action se retrouve arrêtée, quand on ne peut plus avancer. L'échec en est un exemple. Et en fait, concrètement, elle fait très bien son travail parce qu'elle va activer ce qu'on appelle le système parasympathique, c'est-à-dire la pédale de frein de l'organisme. C'est vraiment toute notre énergie descend. On a vraiment ce creux de la vague qui est ressenti. On n'a plus d'énergie, on n'est pas orienté vers l'avenir, on est au contraire orienté plutôt passé, et on n'a plus d'énergie à disposition. Et en fait, qu'est-ce que va permettre la tristesse? Je vous propose de le faire à nouveau un peu en individuel. Vous pouvez faire l'exercice un peu à l'intérieur de manière introspective pour vivre ce mouvement de la tristesse. Je vous invite à repenser à un échec. Ça peut être quelque chose de récent ou plus ancien, n'importe ce qui vient spontanément. Et je vous invite à essayer d'identifier ce qui a été touché. Et quand je dis touché, maintenant vous entendez ce que ça veut dire. C'est vraiment quelles sont en fait les parties de vous importantes qui ont manqué ce jour-là. Qu'est-ce qui n'a pas pu être réalisé? On est d'office à un niveau de valeur. On est d'office à un niveau identitaire, quelque chose d'important. Ça peut être un mot-clé, ça peut être une petite phrase comme le bien-être de mes équipes, ça peut être l'impact dans le monde, avoir la bienveillance, n'importe, l'efficacité, pourquoi pas. Enfin, ce n'est pas forcément des valeurs humaines qu'on aura envie de vendre à l'extérieur, mais en tout cas, il y a quelque chose d'important pour moi. Qu'est-ce qui a été touché? La deuxième question après ça, une fois que vous avez pu identifier quelque chose, c'est, on revient à aujourd'hui, est-ce que c'est toujours d'actualité? Le processus de la tristesse, c'est aussi un processus de deuil. Donc parfois, il y a des choses qui étaient importantes et qui ne le sont plus aujourd'hui. Ou est-ce qu'au contraire, ça se confirme? C'était important pour moi et aujourd'hui, ça l'est toujours autant. C'est toujours quelque chose qui signe un petit peu qui je suis, comment je fonctionne et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Et si vous avez la confirmation, je vous invite à vous projeter dans le futur et dans la possibilité d'agir par rapport à ce système de valeurs, par rapport à cette phrase, et d'avoir un réel impact à ce niveau-là. Et vous pouvez sentir ce qui vient de se passer à l'intérieur. L'émotion de la tristesse n'est pas l'émotion de la faim, ce n'est pas l'émotion de la souffrance, c'est l'émotion du renouveau. Dès qu'on peut se projeter vers l'avenir, en fait, c'est ça qui se passe dans la tristesse, c'est vraiment de pouvoir descendre, se calmer, sentir et pouvoir à ce moment-là rebondir. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement utile, qui va vraiment connecter au sens du travail, qui va connecter au sens de ce que j'ai envie de faire. C'est une émotion qui, autant la peur, j'ai pu le montrer, active la puissance, c'est elle qui active vraiment l'énergie, elle va activer la puissance, autant la tristesse va actualiser la puissance. Elle va la remettre à jour pour voir, attends, pourquoi je le fais? Est-ce que c'est bien ça? Oui, ok, donc je peux rebondir, ou au contraire, non, c'est plutôt ça. Et donc, les expériences de vie difficiles sont parfois des moments de réorientation. Il y a une dernière chose que je voudrais vous transmettre parce que c'est quand même très important. Il y a une autre émotion qu'on a dans notre panel qui active aussi le parasympathique, c'est-à-dire qui va aussi activer cette pédale de frein. Et cette pédale de frein, c'est ce qu'on vit dès qu'on est arrêté. Donc en fait, c'est l'une ou l'autre qu'on va vivre. Cette émotion, c'est la honte. La honte a le même impact. C'est vraiment aussi ce parasympathique qui se met en place. On n'a plus d'énergie, l'énergie descend.
La grande différence entre la tristesse et la honte, c'est un peu la lumière et l'ombre, c'est que dans la tristesse, vous avez pu le voir, il y a une activation, excusez-moi, de l'identité qui est très forte. On est vraiment connecté à soi. Ce qui est le plus important, on est des personnalités très existentielles, les moments où on touche le sens, on n'arrive pas forcément à mettre des mots, mais on est touché. Il y a vraiment ça tourne autour de la tristesse. Dans la honte, il y a un rejet identitaire. C'est là que l'aspect plus sombre de l'envie pourrait être expliqué. Quand on est dans un rejet de soi, on va commencer à avoir envie à être quelqu'un d'autre, à essayer de prendre ce qui ne nous appartient pas. Et donc, il pourrait y avoir en aider cette dérive. Donc, la honte est vraiment quelque chose qui, pour le coup, par contre, n'est pas une émotion positive. Les émotions comme la peur, la tristesse, la colère sont des émotions très positives, même si elles sont vécues parfois négativement. La honte, par contre, il n'y a rien à en tirer. On a vraiment, c'est la fin. Et ça, c'est vraiment une invitation que je peux vous inviter à avoir, parce que la honte ne se provoque pas que par l'humiliation, ça se provoque aussi quand la tristesse n'a pas sa place. Et donc, ça peut être une réflexion à avoir. Est-ce que dans vos équipes, il y a la sécurité suffisante pour vivre la tristesse, parce que c'est une émotion quand même de vulnérabilité, et est-ce qu'il y a la bienveillance suffisante pour pouvoir vivre ces déceptions quand on est dans l'échec? Ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce que sans ça, à nouveau, le cycle de l'envie va être brisé. Si la tristesse ne peut pas trouver sa place, la honte va prendre la place, et si la honte prend la place, l'envie, c'est terminé. On oublie. Ce n'est pas étonnant qu'elle disparaisse. Alors comment le leader qui a pleine conscience de toutes ces émotions en jeu peut-il les canaliser au sein de l'équipe pour stimuler l'envie, et quelles émotions sont le plus propices à la cohésion de l'équipe? Mais en fait, pour moi, vraiment, la position du leader est très importante. La première chose qui est vraiment essentielle, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris justement, ça a été un retour sur erreur pour moi la première fois que je suis intervenu en tant que formateur dans le milieu du travail, c'est qu'en fait, le leader à ce moment-là n'a pas fait les exercices, n'a pas voulu faire les exercices autour des émotions. Et du coup, ça a généré un climat d'insécurité. Bon, j'ai fait de mon mieux, les gens étaient contents à la fin, mais personne n'a vraiment joué le jeu. Et donc, je sentais que j'avais eu aucun impact. Ça m'avait fort déçu. En fait, la première chose à faire, c'est de donner l'exemple. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait de la place à certaines émotions, il faut pouvoir les incarner. Si on ne les incarne pas, il n'y a aucune raison de pouvoir atteindre ça, le contrat est biaisé. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, c'est très important de pouvoir développer ses propres compétences émotionnelles, les compétences émotionnelles en lien avec la gestion des émotions, mais aussi avec la compréhension des émotions, pouvoir utiliser ce flux d'émotions et toutes ces énergies qui peuvent être là, comme j'ai pu l'expliquer. Donc pour moi, ça, c'est la première chose, c'est de pouvoir vraiment le faire à la première personne. C'est la première étape. On ne peut pas accompagner sans le vivre de l'intérieur. C'est quelque chose sur lequel c'est très difficile de mentir, parce qu'il y a une consistance, une congruence qui est importante à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est de pouvoir, ça rejoint un petit peu ce que je disais à la fin de la question précédente, c'est de protéger la sécurité psychologique. C'est un des éléments vraiment qui ressortait de la fameuse recherche du projet Aristote là, de Google. C'était vraiment la sécurité psychologique, c'est-à-dire le droit à l'erreur, c'est-à-dire avoir la possibilité de tenter quelque chose, de faire des erreurs sans risquer d'être jugé, humilié ou rejeté par le reste de l'équipe. Donc ça, c'est aussi le rôle des personnes qui dirigent, c'est de maintenir et d'être très attentif à cette sécurité psychologique sans laquelle les émotions ne seront pas là. Il y aura un repli sur soi. Toutes les émotions deviennent négatives à ce moment-là. C'est un repli sur soi et on se protège. Et après, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui vient articuler tout ça. Moi, je parlais de vision. Ici, j'ai entendu Olivier qui parlait de projet. Mais enfin, voilà, c'est dans cette même logique, c'est d'avoir à un moment donné quelque chose qui dirige un petit peu l'attention de tout le monde, qui va permettre d'articuler les émotions de tout le monde dans une même direction. Et donc, pour moi, c'est pas tant est-ce qu'il y a une émotion qui va générer la cohésion que sur quoi nos émotions, autour de quoi nos émotions vont s'articuler. Parce que s'il y a un projet dans lequel tout le monde se sent engagé, les personnes de l'équipe ne vont pas forcément vivre les mêmes émotions. Certains vont avoir peur pour le projet. Ils vont vouloir le protéger en préparant, en étant plus attentifs, en essayant de faire en étant vigilant, en essayant de faire de la veille ou en essayant de voir un peu ce qui va pouvoir protéger ce projet. D'autres personnes vont être en colère et vont décider qu'il faut agir et qu'il faut pouvoir avancer par rapport à notre projet. D'autres personnes vont être tristes et dire attendez, est-ce qu'on n'a pas perdu le sens? Et en fait, chaque personne devient un peu une sentinelle et devient une sorte de ressource qui nous permet justement cette cohérence à ce niveau-là. Il y a vraiment un champ de résonance émotionnelle qui peut se créer, et après, par des outils justement de collaboration autour des émotions, sur la communication des émotions, de générer des synergies, c'est-à-dire pouvoir diriger toute cette énergie émotionnelle qui est là dans une même direction. C'est vraiment plus cette logique-là de trouver quelque chose, un fil conducteur autour duquel les émotions vont pouvoir s'articuler, plus que certaines émotions spécifiques. C'est vraiment, et donc ça me permet vraiment pour moi, la motivation de manière plus générale, et ici l'envie, c'est pas tant sentir de la joie dans ce que je suis en train de faire.
pour moi, c'est plus large que ça, parce que quand on est motivé par quelque chose, et là je parle de la motivation, donc le cycle en entier, c'est aussi avoir de la peur pour protéger, c'est aussi avoir de la colère pour dépasser les difficultés, avoir cette détermination qui se met en place, c'est aussi la tristesse quand je vis des échecs. Et donc pour moi, la motivation, ce n'est pas la joie. Si vous tapez motivation dans Google Images, vous allez tomber sur des tas de gens très souriants avec une grande banane ou des paysages magnifiques. La motivation, ce n'est pas de la joie, c'est surtout d'être engagé émotionnellement et de pouvoir vivre des choses. Et le danger pour moi de l'envie, c'est des gens qui sont désengagés émotionnellement, qui se protègent de ce qu'ils peuvent vivre et qui donc cassent ce cycle en général, vraiment de l'envie au départ, mais aussi de qu'est-ce que je vais pouvoir en faire et qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme résultat et ce que je vais vivre à travers ce que j'ai mis en place. Merci Michael, c'était très clair, comme d'habitude. Merci Raphaël. On a sans doute des questions dans la salle. Bonsoir, c'était passionnant. Je souscris à tout ce que vous avez raconté. J'ai juste une question de compréhension. Oui. J'entends ce que vous dites sur cette espèce de toute double tension d'aller vers l'avant et d'être retenu ou de se retenir par rapport à l'émotion joie et l'émotion peur. Ça, je vois bien. Je comprends l'échec et la tristesse que ça engendre et les bienfaits de l'échec, de la tristesse dans ce cas-là. En revanche, il me semble que vous aviez dit que la détermination, qui est le passage à l'acte, ce qui fait qu'à un moment donné, la pulsion ou l'émotion positive de joie l'emporte sur la peur, sans que la peur disparaisse, mais qu'elle l'emporte sur la peur, ça fait la détermination. Jusque-là, je vous comprends. Et vous avez associé la détermination à la colère. Or, dans mon système de référence à moi, mais donc il est peut-être complètement truc, la colère, ce qui génère la colère, c'est le sentiment d'injustice. Là où le sentiment de réussite génère la joie, le sentiment de perte génère la tristesse, même si vous semblez dire que ce n'est pas tout à fait ça. Mais pour moi, la colère, c'est le sentiment d'injustice. Et là, je ne comprends pas en quoi et comment la détermination provoque de la colère ou, d'ailleurs, je n'ai pas compris la relation de cause à effet, ou est générée par la colère. Ce qui voudrait dire que joie plus peur égale colère. Je fais un raccourci, et je n'ai pas compris. Oui, mais non, ce n'est pas un raccourci, c'est exactement ça. En fait, c'est une question de vocabulaire surtout. Moi, c'est très volontaire que j'utilise des termes qui sont associés d'habitude de manière qui sont connotés négativement pour justement casser la vision qu'on a parce que ça génère beaucoup de réticence. Et je trouve que le travail que je fais, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans le bien-être, voilà, il y a plusieurs domaines dans lesquels j'interviens, mais c'est toujours la même mécanique. C'est des gens qui finissent par se méfier de ce qu'ils sentent. Et notamment, et donc c'est valable dans toutes les émotions. Ici, la colère, je n'en ai pas parlé en fait. J'ai juste amené cette mécanique. Et donc je te remercie pour cette précision, ça me permet d'en parler, c'est que la colère, en fait, ce n'est pas de la violence. Il y a quelque chose qui est souvent assimilé entre les deux. Pour moi, la colère, c'est le porte-étendard d'un système de valeurs. Et donc, l'injustice, quelle est la valeur qui a été bafouée. Et la colère, l'idée, c'est que quand on commence à exploser, c'est que cette colère n'arrive pas à atteindre son système de valeurs, à défendre son système de valeurs, à le faire exister. La colère, c'est vraiment quelque chose, le principe de la colère, en tout cas de manière globale, tel que je pose le mot dessus, c'est de faire exister un système de valeurs à l'extérieur, que ce soit par de la communication ou de l'action. Et c'est là que quelqu'un qui va être à un moment donné, quand on regarde des discours inspirants des Martin Luther King, ou enfin, quand on prend les caïds à ce niveau-là, Nelson Mandela, qui vont commencer à parler de certaines choses, il n'y a aucune violence. Par contre, il y a une incarnation telle qui est très proche de cette notion de colère. C'est-à-dire qu'ici, ils parlent de quelque chose et c'est important pour eux. La colère, c'est vraiment le porte-parole, le porte-étendard de nos systèmes de valeurs. Et c'est là que, après la détermination, c'est vrai que c'est conceptuel aussi. Je veux dire, après, on choisit les concepts qui nous aident dans notre travail, mais je le mets comme une sous-catégorie de la colère. C'est-à-dire que c'est cette colère notamment dans l'action. C'est ici. C'est important pour moi d'avancer dans ce projet. Et ici, il y a des choses qui me bloquent. Et je sens cette énergie d'action, ce mouvement d'aller vers. Il y a un énorme mouvement d'aller vers dans la colère, mais qui me permet de mobiliser toute mon énergie pour changer les choses. Et quand on part dans la violence, ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que très souvent, les personnes qui vivent la colère, c'est quotidien, je veux dire, je ne suis pas en train de retirer cette réalité-là, la colère qui est difficile à gérer, qui amène de la violence, qui amène du conflit, qui amène aussi son propre corps à souffrir. Cette colère-là, très souvent, elle est enracinée dans une difficulté à identifier son système de valeurs. Et quand la personne peut vraiment, à un moment donné, s'aligner sur ce qu'elle est,
il y a un épanouissement beaucoup plus large qui est là. Il y a une manière de parler qui va s'enraciner dans ce qu'on est en train de dire. Et donc, il y a une diffusion. Il y a vraiment l'autorité saine. Elle est basée pour moi sur de la colère. Quelqu'un qui va pouvoir dire, un enseignant, pour revenir sur l'école, parce que c'était une thématique qui est revenue plusieurs fois, un enseignant qui va dire... il voit quelqu'un à un moment donné se foutre de la gueule de son copain qui dit « Attends, ça c'est hors de question. Il est en train d'apprendre, il n'y a pas à se moquer, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Il est en train d'apprendre, il a le droit d'apprendre. Toi aussi, tu as des choses à apprendre. » Et il va poser tout de suite un cadre de sécurité psychologique dans la classe. Qu'est-ce qui soutient cette démarche? Qu'est-ce qui se passe dans la voix? C'est la colère. Et quand la colère part en violence, c'est parce que cette colère est mal gérée, parce que cette colère parfois elle est mal connue. Des gens qui explosent très souvent sont des gens qui sont encore en cheminement en termes de connaissance de soi. C'est un des éléments de l'intelligence émotionnelle, c'est la connaissance de soi, de son système de valeurs. Et ça, c'est des choses qui peuvent amener vraiment ce côté énergétique de la colère. Donc, ça reste un vocabulaire. Je sais que je fais exprès. Quand on parle de la peur, tout le monde imagine quelqu'un qui panique. Quand on parle de la colère, on voit quelqu'un qui s'énerve. Mais ce n'est pas le cas. C'est simplement cette joie qui est là. C'est complètement enraciné pour moi dans la joie, la colère saine. Et seulement, il y a aussi cette conscience. Ce n'est pas juste de la joie légère, c'est aussi cette conscience très précise que si je n'agis pas ou si je ne dis pas, ça n'existera pas. Et là, il y a cette énergie qui arrive, et donc cette conscience de qu'est-ce qui pourrait m'empêcher justement d'atteindre ce résultat. Un grand merci, Michael. Un grand merci, Michael. Avec plaisir, merci Raphaël.